Donc je me présente très rapidement. Bon, vous le voyez, c'est une photo qui a pris Atelier Géminet, donc en fait on est tous très proches, hein, c'est le monde de la pierre. Je suis associé avec Gilles Perrodin depuis presque 15 ans et puis on travaille ensemble encore plus longtemps. Et donc on est une agence lyonnaise avec un autre atelier dans le sud de la France et un dernier au Sénégal. Et on construit divers projets en pierre, bien sûr, mais aussi en bois, en pisé, depuis ça c'est 84, donc depuis le tout début on s'intéresse à ces questions de mise en œuvre des matériaux naturels. Et bien sûr en pierre massive structurelle, alors pas n'importe laquelle, c'est celle qu'on définit comme très écologique et très économique. C'est ça le but du jeu dans la construction en pierre, c'est comment construire en pierre massive au même prix que les autres. Parce que nous, c'est un matériau pour construire les logements de demain, les bâtiments de demain. Donc là, on voit le maître, je l'appelle comme ça souvent, construire donc en pierre massive. Et comment on conçoit en pierre massive, parce qu'on ne conçoit pas en pierre massive comme on conçoit en béton ou en bois ou n'importe quel autre matériau. La matière joue directement sur la construction, donc c'est un empilage de blocs. Donc là, la maquette sert très bien, puisque en fait, après, la réalisation ressemble directement à celle de la maquette. Alors, je vais faire un petit laïus très rapide sur la construction en pierre, et puisqu'en fait, c'est la matière qui définit comment on construit demain. Alors, peut-être qu'il y a des professionnels de la pierre ici, mais tout le monde ne l'est pas, donc je vais faire un petit rapide. Tout vient de la carrière. C'est-à-dire que comment on découpe la pierre, donc avec des haveuses, qui sont en fait des grandes tronçonneuses qui viennent découper la pierre en verticale et en horizontale. Les blocs sont simplement extraits de la carrière, donc ça c'est pour les calcaires tendres, mais les calcaires durs ou même les autres, les granites, c'est un peu de la même manière, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Après on a des scies qui viennent me découper ces blocs, ou directement qui me donnent des standards de découpe, ou des fils, alors ça pour découper des formes plus particulières. Après c'est simplement stocké, donc il y a la logique aussi du stock, du transport qui rentre en compte. Donc là, vous voyez le transport en camion. Là, vous reconnaissez peut-être la pierre de Bonifacio. C'était pour le chantier de patrimoniaux. Et puis après, un simple système de pose, en fait, avec une pince qui vient directement poser les blocs les uns sur les autres, sans ciment, justement, c'est de la pierre non cimentée, hein, c'est de la chaux, surtout pas de ciment dans la pierre, qui viennent simplement se poser les uns sur les autres pour construire l'édifice. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, le bâtiment il est fini. C'est pour ça que c'est très économique. Et il faut que ce soit économique et simple, puisqu'en fait, l'idée, c'est de construire donc pour tous. Et la base de cette histoire-là, c'est justement avec l'Académie de la Pierre, où on construisait même avec des étudiants de première ou de deuxième année dans des workshops qu'on organisait nous. Donc si des étudiants de première ou de deuxième année en archi arrivent à le faire, on est à peu près tous capables de le faire. Donc là, on les voit, on organisait ça dans les carrières de Fontvieille, qui sont des carrières emblématiques de la pierre massive, puisque c'est celle qu'a utilisé Fernand Pouillon pour construire les grandes opérations d'Algérie et de Paris. Donc une mise en œuvre très simple, très propre, vertueuse, qui nous permet de construire beaucoup de choses. Vous pouvez faire même des arches. Là, c'est des arches structurelles en pierre massive qu'on a construites à Lyon pour du bureau. Et tout a commencé par une construction vernaculaire. Alors je dis vernaculaire, je dis construction, parce qu'on pourrait parler d'architecture vernaculaire, mais je pense que c'est un peu antinomique, le vernaculaire et l'architecture, mais ça c'est un autre débat. Et pour expliquer un peu le renouveau de la pierre massive, c'est très important de parler de cette petite histoire-là. Elle commence au pont du Gard. En fait, Gilles Perrodin, il a 4 enfants, 4 archis, au demeurant. C'est un mauvais virus. Et en fait, en nous emmenant, on ne connaissait pas la pierre massive. Fernand Pouillon, il avait été abandonné, il y en avait encore à Montpellier, il y en avait d'autres aussi. Mais en fait, c'était complètement abandonné. Et en fait, il nous emmène nous baigner dans le Gardon, tout simplement, au bord du pont du Gard. Et il passe devant, si vous ne connaissez pas l'histoire, elle est très rigolote, parce qu'il passe devant un carrossier, et pour cacher toute sa carcasse de voitures, etc., et en fait, il avait empilé des blocs de pierre. Et là, il se dit, attendez, si les pierres sont moins chères, enfin, s'il utilise des pierres pour cacher sa carcasse de voiture, c'est qu'en fait, la pierre doit être moins chère que la tôle. C'est un logique, c'est un grand architecte est un opportuniste, à mon avis.
Et donc, on a construit par nous-mêmes, pour nous-mêmes. En général, quand vous construisez pour vous-même, vous cherchez le matériau le moins cher, le plus économique et le plus simple pour construire. Et donc, on a construit tout le premier chai comme ça. Et en fait, à l'époque, la pierre massive, il faisait plus que des cheminées. La pierre massive avait complètement disparu. Et on pourrait se poser la question, pourquoi on a utilisé de la pierre? Parce qu'on construit quelques chais, après on a construit quelques chais. Et quand vous construisez un chai, vous êtes obligé d'utiliser des matériaux qui n'utilisent pas d'émissions de produits toxiques, et ainsi de suite, etc., etc. Mais on pourrait se poser la question, c'est-à-dire qu'on le fait pour des chais, mais on ne le fait pas pour des crèches ou des logements. Ça, c'est quand même une question assez folle, c'est-à-dire qu'on met beaucoup plus d'argent et d'attention dans les produits qu'on met pour une construction d'un chai viticole, mais pas pour, pour l'enseignement de nos enfants ou de notre simple logis. Enfin, ça, c'est quand même assez extraordinaire comme chose. Donc là, c'est un CFA qu'on a construit aussi en pierre massive. Petite histoire, là, c'est que c'était tellement rapide sur ce chantier-là, c'était notre premier bâtiment public en 2001 de construction d'un chai, qu'en fait, le second œuvre n'était pas prêt et ça nous a causé, une fois qu'on a posé la pierre, ça a causé des soucis de planning là-dessus. Et donc après, avec la pierre massive, on a construit aussi donc là, des logements. Là, c'est un Fab Lab, une menuiserie avec des bureaux dedans. La pierre massive, c'était le matériau de prédilection de la reconstruction. Avant l'avènement du béton, des grands préfabriqués, comme on dit, la première période de la reconstruction était en pierre massive. La pierre massive est tombée à l'eau simplement parce que l'État a financé les grands bétons. Mais sinon, la pierre massive sera encore là, puisque c'est un matériau économique, écologique et surtout très rapide. Et puis la pierre, elle est revenue là aujourd'hui à la mode, on va dire comme ça, ou en tout cas on retrouve des commandes, des grandes commandes liées à l'écologie. Parce que là j'en parle très peu, un petit peu, mais c'est quand même la base quand même de l'utilisation de ces matériaux naturels, c'est l'utilisation de matériaux écologiques. Et pourquoi je monte ce bâtiment-là? C'est que c'est un grand bâtiment qu'on a construit en Suisse, en région sismique 3, et ainsi de suite, sans béton. Il n'y a jamais de béton dans notre pierre. La pierre massive est structurelle de haut en bas. On est en sismique 3. Il n'y a pas de béton vertical. Tout est de la pierre massive. Et ce projet-là a été construit avec c'est 3500 mètres cubes quand même de pierre. 6000 blocs, entièrement calpinés. Bon, ça, c'est un autre débat encore. Et la carrière qui a fourni les pierres pour ce projet-là n'avait jamais construit en pierre massive. En fait, c'est la commande, notre prescription, qui a créé bien sûr la commande, et qui a fait que la carrière s'est créée et s'est équipée pour fournir le chantier. Donc, en fait, si on revient là-dessus, c'est que c'est la prescription par les architectes et puis par le maître d'ouvrage qui accepte évidemment cette technique constructive, qui crée le développement de la pierre massive. Ou de la pierre en tout genre, là je parle beaucoup de pierre massive, mais les autres pierres c'est un peu le même débat. C'est-à-dire que la base, c'est le courage des architectes et des maîtres d'ouvrage pour aller et pour développer cette filière. Donc là on voit le chantier un petit peu, très simple. Après il y a une question de connaissance du matériau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une prescription mauvaise. Et il n'y a rien de pire pour la filière et pour la pierre. Moi j'ai entendu la pierre ça vaut cher, la pierre c'est beaucoup plus cher. Non. L'architecture coûte de l'argent, le mauvais dessin coûte de l'argent. Mais si les gens sont formés, ont la connaissance de la pierre massive, vous pouvez et nous pouvons tous construire en pierre massive. On a construit des logements sociaux, on a construit tout type de programme. Quand vous faites du logement social, c'est le même prix que tous les autres bâtiments qui sont autour. Ou comme on a construit beaucoup dans des ZAC aujourd'hui, c'est tous les mêmes coûts. Et ben en fait, vous y arrivez. Et pour ça, il faut avoir une connaissance. La connaissance, elle est perdue aujourd'hui par les architectes, les premiers à les perdre, par les ingénieurs, par les maîtres d'ouvrage, parce que les maîtres d'ouvrage, ils ont une méconnaissance du matériau. Nous, on a nombre d'analyses de concours qu'on a eues, où en fait, ils ont pris le prix de nos volumes pierre, ça va très très vite, 3000 mètres cubes, et ils l'ont multiplié par le prix de la pierre en plaquage. Alors là, vous imaginez un peu le carnage sur les prix. Alors que ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc il y a une vraie méconnaissance globale du projet. L'art du détail, parce qu'on ne construit pas, bien sûr, en pierre massive comme on construit en béton et ainsi de suite. Là, vous voyez bien le travail de la tablette. C'est une tablette pierre, en plus, on était en Suisse, on a un petit peu plus d'argent, mais donc on pouvait se payer des tablettes en pierre massive directement taillées.
Le travail sur, donc là, ça c'est les exés, c'est nous qui les dessinons à l'agence, hein, donc ça je parle vraiment de la connaissance des architectes, c'est important d'être maître de son dessin pour maîtriser l'économie. Je suis un peu un fanatique de l'économie, moi, dans la gestion de projet. J'aime bien tout maîtriser pour pouvoir se payer la pierre. Parce qu'en fait, si vous laissez ça aux entreprises qui n'y connaissent pas plus, la plupart, pas toutes, hein, la pierre, en fait, vous êtes parti pour faire des écarts assez importants. Bon, ça c'est le proto. Et ça, c'est une petite histoire sur la corniche. Alors là, vous la voyez pas très bien, moi peut-être, mais pour dessiner cette corniche-là, on avait on était en Suisse encore, une équipe de 5 ingénieurs. Alors, quelle est la bonne pierre, avec le bon angle, avec le bonne goutte d'eau, etc., etc. Mais je vous assure, hein, il y a 4-5 mois de boulot pour arriver à cette corniche-là. Et en fait, au final, on arrive à la corniche la plus classique au sens noble du terme, la forme la plus classique, parce qu'en fait, si les anciens ils s'amusaient à faire une corniche qui avait ce format-là, c'était pas pour rien. Ils étaient aussi flemmards que nous. Donc, en fait, s'il l'a dessiné comme ça, c'est que d'emblée, donc les gens essayent de réinventer l'architecture. Non, déjà, il y a un savoir à prendre des anciens, à les réadapter, parce que bon, les techniques, les DTU, enfin, passons sur tout ça. Mais là, il y a 5 ingénieurs, un géologue, etc. C'est la folie sur ce. Bon, en fait, pour redessiner quelque chose d'assez évident, en fait, quand on regarde autour de nous. Et après, bien sûr, il faut respecter la pierre. Alors ça, je ne vais pas reciter Louis Kahn, qui questionne la brique. Qu'est-ce que veut la brique, je veux être une arche, etc. En fait, la pierre fonctionne un peu de la même manière. Vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi en pierre. Mais quel est l'intérêt de faire tout et n'importe quoi en pierre? On pourrait se poser déjà la question. Quand vous devez franchir, en fait, vous faites une arche. C'est assez simple. Mais il faut qu'il y ait un intérêt de faire une arche. Il ne faut pas faire une arche gratuite. Là, c'était parce que c'était une menuiserie, il avait besoin d'un open space. Donc on fait des arches en pierre massive. Voilà, c'est une très belle agence qui s'appelle Durpa qui a pris les locaux dedans. Mais lorsque tout fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'osmose entre l'ingénieur, entre l'architecte, entre son maître d'ouvrage aussi, qui est une sorte d'équipe globale, hein. On parle toujours de l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais c'est l'équipe de projet. Je pourrais même sortir les banquiers, les assurances, enfin tout le monde autour de la table. Et on arrive quand même à faire des projets dans les coûts, parce qu'il n'a pas coûté bien cher, hein, ce bâtiment, viable, en pierre massive. C'est possible, je ne dis pas par contre que c'est facile, ça c'est un autre débat. C'est simple, mais ce n'est pas facile du tout. Donc là, l'usage aussi du bois, et ainsi de suite. Mais en fait, cette réflexion sur la matière est la même pour la pierre. Là, je vous ai parlé du format de la pierre standard, etc. Je n'ai pas un peu de temps, mais le bois, c'est pareil, en fait. Là, on a utilisé donc c'est du Pin-la-Riccio, et en fait, on n'avait pas des longueurs assez grandes. Et c'est ce qui m'a donné la forme là-haut. En fait, cette forme-là, elle n'est pas gratuite. En fait, c'est qu'on a divisé la portée pour atteindre et pour avoir toujours du bois massif. Et en fait, voilà, c'est le respect de la matière, de la pierre, du bois et ainsi de suite, qui engendre la forme et qui engendre au final la construction du projet. La pierre, bien sûr, après, il ne faut pas réinventer le monde aussi, enfin, je ne réinvente pas le monde à chaque fois. On peut l'utiliser sous différentes formes. Donc là, vous voyez les poteaux en pierre, vous voyez aussi la pierre réutilisée en béton cyclopéen, tout simplement. Vous voyez après les murs en massif, et là vous voyez les 2 types de pierres qui ont été utilisées sur le projet. Pour des raisons, on pourra en parler après si vous voulez dans les questions, avec la pierre de Bonifacio et la pierre des Estayades qui est là en cours de projet. Mais la conception, de toute façon, comme je vous l'ai dit, l'usage de la pierre massive, que vous utilisez une pierre des Estayades ou la pierre de Bonifacio, une fois que vous avez compris le système, la manière dont marchent les pierres, la carrière, en fait, après, vous pouvez réadapter votre projet au fur et à mesure de la conception et même en cours de chantier. La question, c'est jusqu'où on peut aller en pierre. Ça, c'est une autre question qu'on me pose. Vous ne pouvez pas faire de tour, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors ça, c'est la tour de Fernand Pouillon à Alger. Elle est soumise au sismique. Elle s'est pris deux gros séismes, pardon. Des vents salins, tout ça, elle a tout pris. Hein. Elle est encore là. Donc, il n'y a pas de raison de pas réussir. Nous, on a fait un concours, là, on a perdu juste derrière la Caton la Salle, on était un peu dégoûtés. Ils trouvaient que notre tour était trop urbaine. Bon, c'est sûr que le double pan vitré, c'était un peu moins urbain. Bon, c'est un autre débat. Mais on a fait une tour en pierre massive, et il n'y avait aucun souci pour faire une tour en pierre massive. En fait,
ce qu'il faut, bon là, optimiser la matière, je passe là-dessus, mais je reviens sur l'image. En fait, on avait utilisé des gneiss du Tessin, ou des granites, hein. J'en parlerai juste à la fin, parce que c'est pas tant de temps que ça. Je vais vite là. En fait, si vous prenez des granites ou des gneiss, vous avez des compressions en mégapascal qui dépassent les 300 mégapascal. Si vous connaissez les bétons à haute performance, on est à peu près à 30 mégapascal, 30, un peu plus. Donc vous êtes 10 fois supérieur en résistance avec de la pierre que celle du béton. Donc il n'y a pas de raison que la pierre ne permette pas de construire, voire même plus haut. Donc en fait, le bon usage et la bonne pierre au bon endroit, je vais en vous reparler, nous permet de tout faire sans problème. Je passe. Là, donc, après, une fois que vous avez conçu tout en pierre là-dessus, en fait, le projet n'est plus qu'une question de détail. Le détail de la corniche, le détail du linteau, de l'arc en plate. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a des arcs en plate-bande ici qui me permettent de franchir des grandes portées. Alors, c'est génial quand vous travaillez en pierre massive, c'est que vous réouvrez des vieux manuels de stéréotomie et vous réapprenez à construire en pierre. Comment je fais un arc en plate-bande, comment je dessine une arche, et ainsi de suite. Et surtout, quand vous construisez avec ces matériaux naturels, vous avez la maîtrise de l'économie parfaite. C'est-à-dire que l'architecte, il faut une confiance envers son architecte, déjà, ça commence comme ça, parce qu'il maîtrise tout. Il maîtrise l'économie, parce que c'est une grosse partie de l'économie, il maîtrise l'esthétique, et il maîtrise la structure du projet. Donc en fait, vous vous réappropriez, en tant qu'architecte, votre métier, c'est-à-dire pas un façadier. Vous maîtrisez l'ensemble des paramètres qui vous font de vous un architecte. Après la conception, je passe là-dessus. Et en fait, c'est un concours en sismique, mais même la conception là, c'était des carrés parfaits de 20 par 20. On est en région sismique. Et en fait, on a tout conçu pour permettre, d'une part, l'usage du bois avec des petites portées, celles que vous voyez là, et puis après, intérieur, pour avoir des portées de 5 mètres, parce qu'au-dessus de 5 mètres, du bois massif, ça devient, même 5 mètres, c'est du beau morceau déjà. Mais en fait, dessiner déjà avec des petites portées, des portées du bois, vous permet de... Et en fait, toute la conception doit amener à l'usage des matériaux naturels, que ce soit la pierre, le bois, etc. Couplé en même temps au reste, parce qu'en fait, on a une forme parfaite. Pour le sismique, un carré, il n'y a rien de mieux, ça bouge dans tous les sens, de manière tout à fait symétrique. Donc là, puis après, vous rentrez sur la conception des logements, je passe là-dessus, je pourrais y passer longtemps, sur la pierre et l'usage de la pierre ou la terre, qui en fait sont les deux seuls matériaux qui permettent de répondre aux problématiques de demain, c'est-à-dire au réchauffement climatique. L'inertie thermique, l'hygrorégulation, est le seul moyen de rafraîchir un bâtiment de manière passive. Ça, il faut le rappeler, si vous en avez d'autres, il faudra me le dire. Il y a peut-être des puits canadiens, mais ce n'est pas vraiment passif. Mais la seule manière, c'est de mettre de l'inertie dans le bâtiment. Et de l'inertie à déphasage. Une chape de béton, ça ne marche pas en 5 cm. Et en fait, je montre juste cette image très rapide. En fait, on avait gagné le concours avec cette image-là, à peu près. Les pertes étaient un peu plus jolies, mais avec cette image-là, et on avait tout dessiné en gneiss et en molasse de Berne. Donc, il faut bien connaître chaque type de projet. Et en fait, on avait tout dessiné en gris, parce qu'en fait, c'est logique, la pierre, le gneiss, porte avec... il n'y a pas d'intérêt de faire des gros trumeaux. Vous avez tellement de résistance sur un poteau que vous avez une logique de grille. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a fait le projet, pour des raisons que je vais vous montrer juste après, en fait, on a transformé ça en trumeau. Pour la simple et bonne raison, le schéma est très simple, hein. Ça, c'était la version A. Donc, c'était la version concours. En fait, on avait un problème de franchissement. De 1,90 m, ça commence à devenir des franchissements un peu sportifs, surtout en sismique. Et on voulait du linteau monolithique. Si vous faites de l'arc en plate-bande partout, en fait, dès que ça va bouger, la clé elle peut tomber, et ainsi de suite. Donc on essaie de la diminuer. Donc on se dit, si je prends l'appui minimal, j'arrive à 2,60. Bon, c'est encore un peu limite pour choper que des pierres de 60. On va dire que le standard pour une pierre, à part pour certaines pierres très dures et ainsi de suite, c'est plutôt la longueur du bras de la haveuse qui va découper les blocs, qui est environ entre 2,10, 2,40. Après, au-dessus, ça devient un peu sport, ou cher, ou coûteux. Et moi, le but, c'est de construire au même prix que mon voisin. Donc j'essaie d'éviter ce genre de questions. Donc on se dit, la partie que j'ai mis au milieu, qui est en molasse, je vais la rendre porteuse. Et une fois qu'on arrive à là, on s'est dit, mais attends, ça devient bizarre ton truc.
de mettre deux pierres porteuses de deux formats différents sur le même trumeau, en fait, pas logique. Autant faire un trumeau. Ça va tout de suite plus vite. Et donc, du coup, on a rechangé toute l'architecture en fonction du type de pierre qu'on a récupéré. Mais après, là, c'est un autre projet. C'est le projet de Voiron, Voiron, donc dans l'Isère, juste avant Grenoble, où là, on utilisait de la pierre de Hauteville, Villebois, et on l'a utilisé en poteau, ici en bas, pour reprendre toutes les charges. Mais en fait, parce qu'au-dessus, on est en bois, et donc le dessin de tout l'extérieur est lié directement à l'usage de la Villebois. J'aurais pas du tout dessiné comme ça si j'avais eu une autre pierre. Et là, la Villebois, c'est une pierre très dure, donc en fait, c'est plutôt des tombées de blocs pour extraire les pierres, un peu comme peut-être que les gens voient les. Bon, il y en a ici, hein, sûrement. Mais c'est des gros tombées de blocs où on pouvait avoir des grands éléments. Après, c'est la question, c'est le transport et ainsi de suite. Mais là, les poteaux font 3 mètres d'un tenant. Il faut que tout faire pour construire un pierre massif. Il faut que vous ne travailliez. Je vous ai parlé de la compression, mais parce que c'est le seul truc intéressant dans la pierre. Le reste, vous ne faites pas travailler en cisaillement ou en flexion. Et là, vous êtes mort. Donc, toute la conception fait pour que ça travaille en compression sur la totalité du projet. Je passe là-dessus. Et moi, c'est un tout petit peu de temps, là. Je tiens les temps, je suis content. Là, c'est une grosse opération qu'on est en train de faire. Je vais vous montrer pourquoi elle est importante, celle-là. Parce que, en fait, on a utilisé 6 types de pierres différentes sur le projet. C'est du logement social sur Lyon, où on travaille en plus le transport en bateau, donc c'est assez passionnant. Et on utilise 6 types de pierres pour du logement social. Là, cette opération TCE, parce que je parle entre nous, elle coûte 1 950 €. Tout en pierre massive. Et pourquoi 6 types de pierres? En vrai, c'est la logique de ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire, je vais utiliser des pierres dures en bas et des pierres pas dures en haut, tout simplement. La logique du projet est très simple. Donc là, je vous montrerai des photos de chantier. Donc on a une crame qui me règle à peu près tout le bâtiment, en fait, qui me permet d'utiliser des dalles préfa, donc pour optimiser les coûts des dalles, du dallage, qui m'optimise la structure qui est en dessous. Et c'est un peu comme la logique des coffrages tunnels, pour ceux qui connaissent un petit peu la grande époque des coffrages tunnels. Et donc on gravite tout autour du bâtiment comme ça, et donc on optimise tous les coûts pour pouvoir se payer de la pierre massive, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un mur de parpaing coûtera toujours moins cher qu'un mur en pierre massive. Mais c'est normal. Vu la différence de qualité des matériaux, c'est même plutôt sain comme réflexion. Mais avec la contrainte de forme et avec beaucoup de matière grise, et ça coûte un peu de cheveux blancs mais pas beaucoup d'argent, et en fait, vous arrivez à vous payer de la pierre massive. Mais tout le monde peut se la payer. Et là, on a redynamisé aussi des carrières. Alors, malheureusement, moi je suis pro-Europe, donc c'est des carrières espagnoles qui vont nous livrer 30% des pierres en bateau, qui ont répondu à l'appel d'offres et qui vont répondre au projet. Donc en fait, encore une fois, c'est la commande qui a permis le dynamisme des carrières. Si demain, je sais pas, tous les architectes se mettaient à construire en pierre massive, il y a d'autres trucs super, hein, ou en pierre sèche. C'est super, c'est encore plus intéressant la pierre sèche, mais ça c'est un autre débat. Non, c'est génial. Et en fait, si tout le monde faisait de la pierre, il n'y a aucun souci pour que les carriers suivent, que les carrières se réouvrent, les carrières puissent débiter les blocs et fournir. Il n'y a aucune raison. Je veux dire, puisque la reconstruction s'est faite en pierre massive, il y a quand même peu de raisons que ça ne se passe pas. Après, je passe sur l'intérieur. Ça, c'est un autre truc. On travaille sur les règlements de copro et ainsi de suite. Mais là, on voit bien le système de calepin avec les couleurs. Donc, il y a toutes les pierres qui vont me donner. J'en ai aucune idée de la couleur qu'elle va donner la pierre quand elle va être livrée. Pour être bleue, jaune, verte, violette. C'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est construire en pierre massive. En pierre massive, structurelle, sans béton. Voilà, ça monte en R+8. Là, on reste en 3e famille B. Après, si on passe en 4e famille, c'est un autre débat pour le feu, mais on y arrive. On travaille beaucoup avec le CSTB là-dessus, sur les questions de caractérisation de la pierre. Et donc, on a des pierres dures en bas, puis un peu moins dures au-dessus, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on fait travailler très peu nos linteaux. Un linteau, ça porte jamais, hein, il faut pas... Donc, et on y arrive à la fin, au final, à construire au même prix que
tous ceux qui sont autour dans une ZAC. De toute façon, quand vous construisez dans une ZAC, tout le monde a le même bilan. C'est génial les ZAC pour ça, parce qu'en fait, tout le monde est à peu près à construire au même prix. Il n'y a pas de raison. Et on n'est pas des génies chez Perrodin. Si nous, on y arrive, tout le monde peut y arriver. C'est une question de savoir. Il faut apprendre à savoir, se faire quelques cheveux blancs, et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc là, vous voyez les photos du chantier qui commencent, là, avec les différents types de pierres, les harpages. On harpe avec une autre pierre pour faire le clavetage. On voit les boutisses, et ainsi de suite. Le travail des bandeaux. Pas la corniche, c'est la supérieure. Les intermédiaires, on appelle ça les bandeaux, qui viennent me protéger ma façade de là, ainsi de suite. Et donc là, il y a les problématiques de gel et ainsi de suite. Donc la question, c'est que chaque pierre a son utilité. Les gens vont me dire, oui, mais vous construisez qu'en pierre, pas dure, en trumeau, en calcaire tendre, etc. etc. Et c'est parce qu'en fait, d'une part, aujourd'hui, on a, je dirais pas un partenariat, mais je connais très très bien cette pierre-là, donc je l'utilise très bien. Mais chaque pierre peut avoir son utilité dans la construction contemporaine. Il n'y a pas de raison. Si les gens ont envie et qu'ils veulent être concurrentiels, aussi les carrières, elle ne veut pas faire que du petit bloc, de la tranche, etc. Parce que ça, c'est un autre débat, on pourra en parler là-dessus. Et ben, en fait, on peut arriver à construire avec tout type de pierre. Et donc, pour finir, je finirai là-dessus, ça c'est un petit projet, plutôt que d'utiliser le bon matériau au bon endroit, qui permet en général de justifier le béton armé, je propose plutôt d'utiliser la bonne pierre au bon endroit. Merci.